Avec cette vidéo, on va faire une deuxième section de Séguin qui apparaît dans le chapitre 45 de mes notes de cours. Le chapitre 45 s'intitule « La force électromotrice induite et ou le courant induit là, à partir d'une variation du flux magnétique ». On avait vu que c'était les sections 5.1 et 5.2, mais maintenant on va couvrir la section 5.2 de Séguin. Il y a quand même quelques situations là, à étudier. On va aller voir dans le résumé qu'est-ce que j'ai mis. Je suis maintenant dans le résumé de mes notes de cours au chapitre 45. La première page, c'était la section 5.1. On va aller à la deuxième page, section 5.2. Maintenant, on va pouvoir faire des calculs. Première chose, avant de calculer la force électromotrice et le courant et ou le courant induit, il faut définir c'est quoi le flux magnétique. Ça ressemble beaucoup au flux électrique qu'on avait vu. Dans le cas du flux électrique, c'était E fois A. Maintenant, ça va être le champ B fois A. C'est un produit scalaire, c'est un produit vectoriel. Évidemment, on n'utilise jamais cette formule-là. Un produit scalaire, ça se développe de cette façon-là. Le module du premier fois le module du deuxième fois le cos de l'angle entre les deux. Fait que la formule de base, c'est ça. L'illustration typique de ça, c'est j'ai un B quelconque dans l'espace, j'ai un cadre. Ici, sur le cadre, on n'illustre pas le vecteur A. J'aurais dû l'illustrer. Je viens de l'ajouter pour compléter mes explications, parce qu'il faut définir où est l'angle entre B et A. A, c'est toujours un vecteur qui est perpendiculaire là, au plan du cadre. Donc, on prend l'angle entre ce vecteur-là et celui-ci. Ou encore, on décompose notre vecteur B entre un vecteur qui est perpendiculaire puis un vecteur qui est parallèle. Évidemment, c'est juste avec le perpendiculaire qu'on va faire le calcul et la valeur perpendiculaire cache l'angle de toute façon. Donc, c'est la même formule. Que je prenne ça ou que je prenne ça en considérant ça, je retombe exactement sur le même calcul là, du flux magnétique, c'est-à-dire la quantité de champ magnétique attrapé par un cadre. Évidemment, si les deux sont perpendiculaires, là, ici B, on avait qui était légèrement à angle. Si je rebats B puis qui est dans le même sens que A, je peux faire B fois A puis le cos disparaît, mais c'est un cas particulier, donc ce n'est pas une formule de base. Le flux se mesure en Weber. On multipliait du champ magnétique Tesla par de l'air mètre carré, donc le Weber est défini comme 1 Tesla mètre carré. La loi de Faraday, c'est elle qu'on va prendre pour calculer les forces électromotrices induites. Il faut prendre la dérivée du flux magnétique. Souvent, on va s'intéresser juste à la valeur absolue de la force électromotrice. Donc, c'est pour ça qu'on rajoute les valeurs absolues. Et là, ça fait apparaître une dérivée dans une formule. Puis elle, je vais l'utiliser, cette formule-là de physique. Puis bon, tout le monde sait, je le répète assez souvent, que je suis vraiment pas friand des calculs de dérivées. Il faut toujours que je m'en sorte autrement. Mais dans ce cas ici, on va encore s'en sortir autrement parce que pratiquement la majorité ou sinon la totalité des problèmes vont faire appel à une propriété des dérivés, c'est-à-dire qu'on va dire que le flux magnétique varie de façon constante, soit que c'est le champ magnétique qui varie de façon constante ou l'air qui varie de façon constante. Dans les deux cas, ça me donne un flux magnétique qui varie de façon constante. Et une des propriétés, quand on dérive une fonction, c'est justement, on calcule son taux de variation. Donc, quand on nous dit qu'un taux de variation est constant, ça veut dire que la dérivée est égale à une constante. Et ça, une dérivée qui est égale à une constante, ça revient à dire que cette fonction-là, c'est une droite, généralement oblique. Ce serait une droite horizontale si la constante est égale à 0, mais ça, c'est un cas particulier. Donc, la dérivée d'une droite me donne une constante, ce qui veut dire que cette fonction-là, la fonction qui est ici dans ce cas-ci, est une droite oblique. Si je veux connaître son taux de variation, je n'ai qu'à calculer la pente, delta y divisé par delta x, ou ici ça va être delta phi divisé par delta t. Mais donc c'est la propriété que de dire la dérivée d'une droite oblique, c'est égal à la pente de cette droite oblique-là. On se rappelle que faire un calcul de dérivée, c'était de calculer la pente à un instant donné, la pente à un endroit particulier de la courbe. Mais évidemment, quand on a une droite oblique, la pente est partout pareille. Donc, on peut tout simplement calculer la pente de façon conventionnelle. Vous allez voir des exemples de ça là, tout à l'heure. Dans le cadre du cours, la seule dérivée que je vais utiliser
Ça va être bientôt quand on va faire du courant alternatif, là, quand on a des fonctions sinusoïdales. La dérivée d'un sinus donne un cos. C'est à peu près la seule dérivée que je vais utiliser dans le cadre du cours de physique.